Français nationaux, Français de souche ou Français de cœur. Ce sont les malheurs de la patrie qui nous ont conduits sur ces bancs. Je suis le chef de ceux qui sont ici. J'assume à ce titre toutes mes responsabilités. Tous les juristes, tous les moralistes reconnaissent la légitimité profonde de l'insurrection d'une population menacée dans son existence même par l'action et par les procédés d'un pouvoir tyrannique, ce pouvoir qui avait le devoir de les protéger et qui, bien au contraire, s'arrogeait contre toutes les lois de la nature et contre toutes les lois de la nation le droit de les contraindre par la violence à un destin qu'elle refusait. Messieurs, tous les Français nationaux qui nous ont précédés devant ce tribunal ou devant d'autres cours de justice, et en particulier le général Salon, ont qualifié, comme il convenait, la rupture de ces engagements de juin 1958. Le parjure qui en est résulté constitue l'une des plus grandes et peut-être la plus grande imposture de l'histoire de France. Ses conséquences en furent à la fois tragiques et immenses, et ces conséquences sont très loin d'être épuisées aujourd'hui. Les nations sont mortelles, et nous savons que dans un passé lointain proche, des nations ont cessé d'exister en tant que telles. Le danger que court actuellement ce pays, la France, ne vient pas d'un risque de destruction physique ou matérielle. Il est plus subtil et plus profond, car il peut aboutir à la destruction de valeurs humaines, morales et spirituelles qui constituent le patrimoine français. Ce patrimoine procède d'un héritage qui est à la fois grec, latin, occidental et chrétien, et repose sur une conception précise de la liberté et de la dignité de l'homme et des collectivités humaines.
Olivier Serre, vous étiez étudiant à l'époque et vous étiez au contact de Jean-Bastien Thierry, car vous étiez également dans l'organisation de l'attentat du Petit Clamart. Vous aviez quel âge alors? J'ai eu 19 ans, un peu avant mon arrestation, qui s'est située fin juin, le 27 juin 62. D'accord, Donc j'ai participé en fait à la préparation de l'attentat et à diverses tentatives, mais l'attentat lui-même, je l'ai appris de la prison de la Santé. d'accord. Alors, comment avez-vous connu Jean-Bastien Thierry? Alors j'ai connu Jean-Bastien Thierry par l'intermédiaire de Jean Bichon, Mhm. que j'avais lui-même connu chez un ami d'un des 3 étudiants en droit que nous étions, qui était un ancien officier d'Indochine, qui s'appelait Louis Jacquier. Et Louis Jacquier nous a invités à dîner chez lui un soir fin janvier ou début février, et nous avons rencontré Jean Bichon, qui après nous avoir un peu testé peut-être, je ne sais pas, nous a fait dire par Louis Jacquier que si nous voulions participer à une tentative nouvelle d'attentat contre De Gaulle réalisée par celui qui avait effectué la tentative de Pont-sur-Seine, Pont-sur-Seine, oui, nous en serions les bienvenus. septembre 61. Le 8 septembre, si ma mémoire Voilà, est bonne, voilà, 7 ou 8 septembre 61. voilà. Alors, quel était votre rôle justement dans l'organisation de Alors l'attentat? nous avions eu en fait plusieurs rôles, principalement guetteurs, mais également nous avons stocké les armes Oui, chez la fiancée de l'un d'entre nous. d'accord. Donc nous avons été planqueurs d'armes, nous avons été guetteurs pour les attentats, et nous avons, l'un de nous était un bon conducteur d'auto, les 2 autres, nous n'avions pas le permis. Nous étions D'accord. 3 sur les 3 étudiants, il y en avait un seul qui avait le permis, parce que en 1962 c'était comme ça. D'accord. Et donc nous avons loué aux frais de Jean-Bastien Thierry une DS pour faire des essais. Il y a eu une simulation d'attentat Pour s'entraîner. pour Voilà. en quelque sorte tester un peu Mhm. les possibilités pour un attentat mobile. Il y a la première mise en place a eu lieu le 21 avril, Ouais. c'est-à-dire le lendemain de l'arrestation du général Salan. Et lorsque nous avons été arrêtés Mhm. fin juin, il y avait déjà eu 11 tentatives. 11 tentatives. Voilà. 11. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine C'est un qui a travail, pris plusieurs mois, hélas, de longue haleine. Voilà. Oui. fait avec les moyens du bord, quelque part. Totalement. Mhm. Le miracle, c'est pas que l'attentat ait échoué, c'est qu'il ait eu lieu. Il y a eu lieu. Voilà, ça, Voilà. je vous le dis de la façon la plus formelle, parce que vraiment, 17 tentatives pour ouvrir le feu. Mhm. Vous voyez. Vous parlez dans votre livre, vous avez écrit un livre justement sur Jean-Bastien Thierry, vous évoquez quand même plusieurs dizaines de personnes qui sont tout autour de cette Bien organisation, sûr, voire bien sûr. vous parlez de 200 à peu près, Je 200 pense personnes. que c'est une Voilà. approximation. Ouais. Je ne dirais pas que les 200 ont toutes participé activement, Mm. mais je dirais que, d'abord, nous étions 3, mais avec nous avions une équipe de guetteurs qui portait notre nombre au total à une douzaine. Une douzaine de guetteurs. Et bon, quand nous avons été arrêtés, nos camarades qui guettaient avec nous ont perdu le contact avec Bastien Thierry, et donc il a pris une autre équipe pour nous remplacer, qui devait compter à peu près une douzaine de personnes. Oui. Donc vous voyez, rien que là, on était 24. Et oui, parce qu'à l'époque, en 62, il n'y avait pas les téléphones portables. Ben, Donc, pour communiquer, il fallait passer par des cabines téléphoniques, c'est oui, ça? c'est ça. Oui. Et puis, bon, il y avait les logeurs. Oui. La Tocnay, ses parents savaient ce qu'ils faisaient. Bon, moi, mon père le savait ce que je faisais. D'accord. Donc, vous voyez, si on fait un total, on arrive à 200 personnes. 200 personnes. Et sur lesquelles personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Donc, votre objectif, comment en êtes-vous arrivé justement à participer à une action contre le général de Gaulle à ce moment-là? C'est assez simple. Ma mère
était pied noir d'Algérie. Mm. La partie la plus nombreuse et la plus vivante de ma famille, mon père était fils unique, c'était ma famille maternelle, ils étaient tous en Algérie. Et puis les méthodes du FLN étaient tellement immondes, c'est ça surtout qui... Oui, songez quand même que dans une conférence de presse de octobre 58, De Gaulle a dit « À quelles hécatombes condamnerions-nous ce pays si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner ?» C'est ce qu'il a fait. Et dans son discours annonçant l'autodétermination, il a dit « La sécession aboutirait à un affreux chaos, à la misère, à l'égorgement généralisé et pour finir à une dictature belliqueuse. » C'est De Gaulle qui parle. Donc en nous opposant par le seul moyen qui aurait pu être efficace, c'est-à-dire l'élimination de De Gaulle, à cette issue, à la limite, on n'a fait qu'appliquer les préceptes dictés par De Gaulle lui-même. Voilà, donc c'était une action que vous placez dans le cadre de la légitime défense, finalement. Légitime défense de nos frères, les harkis, les musulmans francophiles, et les juifs d'Algérie, et les pieds noirs. Qui subissaient, qui ont subi pendant plusieurs mois le terrorisme du FLN. Pendant 8 ans. Voilà. Et le terrorisme du FLN, c'était l'équivalent du terrorisme de Daesh et des islamistes actuels. C'était même pire parce qu'ils s'attaquaient préférentiellement aux enfants. Voilà. Et que la politique de Gaulle a placé au pouvoir suite aux accords d'Évian. Ce qui est d'extraordinaire, si vous voulez, il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire, en tout cas pas dans l'histoire de France, et je n'en vois pas, j'ai une vague culture historique, je n'en vois pas dans l'histoire universelle, de quelqu'un qui fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qui déclenche une guerre contre une partie de la population qui gouverne, et précisément la partie qui s'était engagée à protéger. Donc là, puisque lisez ses mémoires, appelées Mémoires d'espoir, on se demande vraiment pourquoi, on ne sait pas ce qu'il espérait, mais il le dit lui-même, au moment où il a pris ses engagements, il était décidé à ne pas les tenir. Et le problème, et le drame, c'est que des milliers de personnes ont cru en ce qu'il a dit. Et je pense, en tout cas moi j'y ai cru, mais dur comme fer. Les harkis ont cru, qui s'étaient engagés, les pieds noirs également. Puis, bon, je pense que dans l'équipe du petit Clamart, tout le monde y avait cru. Alors justement, si on revient à l'opération du petit Clamart, l'organisateur était Jean-Bastien Thierry. Oui, tout à fait. D'après vous, est-ce qu'il a agi sous les ordres d'une quelconque organisation? Rien du tout. Rien du tout. C'est de son propre chef? C'est de son propre chef. Il est allé voir le général Zeller, qui l'a mis en contact avec Jean Bichon. Et j'ajoute, parce que ça aussi il faut le dire, que dans l'OAS, l'idée d'un attentat contre De Gaulle était minoritaire. Salan était contre. Salan était un type admirable, mais il était contre un attentat contre De Gaulle et il a désavoué. Donc officiellement, cette action du petit Clamart ne relève pas de l'OAS. En revanche, l'équipe, les membres et le matériel a pu bénéficier de personnes de l'OAS. Mais j'ajoute aussi que l'organisation, elle a bénéficié d'hommes et d'armements fournis par André Canal. André Canal. Qui était donc le chef d'une organisation qui s'appelait Mission 3. Alors justement, dans votre livre, vous mentionnez clairement que les membres de l'organisation du Petit Clamart et même les membres de l'OAS, généralement, étaient d'anciens résistants. Tous. Donc finalement, ils se retrouvaient dans une autre forme de résistance. Exactement. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle réticence pour organiser un attentat contre De Gaulle. Et il a fallu résister à De Gaulle, ce qui est un retournement dialectique imprévu, mais ce qui était imprévu aussi, c'est un tel parjure.
Alors, bon, justement, là, aujourd'hui, on est quand même 60 ans après cet 60 ans. événement, 61 ans. Avec le recul, est-ce que, d'une part, vous regrettez cette action, d'avoir participé à cette action? Certainement pas, non. Et pensez-vous toujours avoir agi pour l'intérêt général? Alors, d'une part, je ne regrette pas d'avoir participé à cette action. Je regrette qu'elle ait échoué de tout mon cœur. Quant à l'intérêt général, il s'agit de savoir ce que c'est que l'intérêt général. Nous avions contre nous toute la métropole qui considérait que De Gaulle était une providence parce qu'il allait faire la saloperie que la 4e République avait eu le courage de ne pas faire, devant laquelle la 4e République avait reculé. Et on se disait, bon, ben, De Gaulle, enfin, ces gens-là, encore une fois, qui représentaient la quasi-unanimité. Alors, pour eux, pour ces gens-là, l'intérêt général, à courte vue, c'était de se débarrasser De Gaulle appelait ça une boîte à scorpions, enfin bon. Puis c'était que des bougnoules, vous comprenez. Alors, les bougnoules, les métropolitains étaient beaucoup plus racistes qu'il n'y a jamais eu de racistes pieds noirs en Algérie. Le tribunal qui a jugé les conjurés de l'affaire du Petit Clamart était un tribunal d'exception, la Cour militaire de justice. Dans votre livre, vous évoquez un simulacre de justice. Alors, la Cour militaire de justice souffre on peut dire, de tares originelles. D'abord, les conditions dans lesquelles est instituée après que le haut tribunal militaire n'a pas condamné à mort Salan. Donc, on voit que c'est une cour qui est là pour en quelque sorte discréditer le haut tribunal militaire. Bien, elle a été annulée, elle a été recréée, elle a été validée. Donc, on voit un parcours extrêmement chaotique. Et donc, elle est composée de 5 membres. Et dans l'affaire du Petit Clamart, il y a 4 militaires. Enfin, un général ou 2 généraux, un colonel, un adjudant-chef et un colonel qui est un magistrat civil qui a été mobilisé avec le grade de colonel et qui va un peu aider la Cour de ses conseils techniques, puisqu'il est le seul juriste de cette formation qui n'est composé autrement que de militaires. Mais enfin, il a le statut de colonel puisqu'il est mobilisé avec ce grade. Et alors, ces juges étaient-ils impartiaux? Les juges ont été choisis, ils n'ont pas été choisis par hasard, ce sont des militaires nommés par décret. Et M. Jeanneney, dans son livre L'attentat, indique que les militaires ont été choisis en raison, écrit-il, de leur fidélité gaulliste. Voilà. Bon, normalement, ce n'est pas un critère de choix pour constituer une juridiction. Effectivement. Donc finalement, ce tribunal d'exception, cette cour militaire de justice, n'aurait pas dû juger les conjurés de l'affaire du Petit Clamart. Je crois qu'il faut être clair, à partir du moment où la cour militaire de justice avait été annulée par le Conseil d'État, même validée, elle ne devait plus être saisie, alors surtout qu'une juridiction nouvelle, offrant des garanties supérieures, parce que la Cour de sûreté d'État était composée différemment de la Cour militaire de justice, elle ouvrait le droit au pourvoi en cassation, elle entrait en fonction le 25 février, rien ne commandait, à part la précipitation, de saisir la Cour militaire de justice de l'affaire du Petit Clamart. Mais alors, pourquoi une telle insistance du pouvoir à maintenir ce tribunal ? À mon avis, il y a peut-être 2 raisons. Oui. Bon, la raison, c'est que la Cour militaire de justice, comme elle était spécialement répressive, aux yeux du pouvoir de l'époque, offrait des garanties supérieures à la Cour de sûreté de l'État. Et je vois qu'il y a une autre raison qui est un peu plus subtile, c'est que le président de la République
avait été extrêmement choqué, meurtri de l'arrêt rendu au mois d'octobre 62 par le Conseil d'État. D'ailleurs, il était tellement outré qu'il avait dit cette décision est nulle et non avenue. Bon, elle n'était ni nulle ni non avenue, et d'ailleurs, elle s'imposait à tout le monde. Mais je crois qu'en saisissant la Cour militaire de justice, je crois que le président de la République de l'époque a voulu montrer au Conseil d'État que son arrêt était effectivement nul et non avenu, puisque à la suite de la validation, il pouvait saisir cette Cour militaire d'une affaire nouvelle. Et je crois qu'il n'est pas impossible que le président de la République de l'époque ait voulu donner une petite leçon au Conseil d'État en lui disant, voyez-vous, votre annulation, eh bien, n'est suivie d'aucune conséquence. Voilà. Donc un vrai mépris de la part du président de la République Charles de Gaulle du Conseil d'État, finalement, Disons que, ou du pouvoir législatif. Disons que le général de Gaulle n'était pas un juriste, et je crois quand même il avait un certain mépris du droit qu'il appelait souvent le juridisme. Donc le juridisme, ce n'est pas quand même la façon la plus flatteur de parler des questions de droit. Et pour De Gaulle, ce qui comptait, c'est le salut de l'État, dont il était le seul juge. Et puis pour le reste, il y avait les questions secondaires. Il est le droit, c'est secondaire, voire tertiaire. Donc effectivement, si on considère que le droit est secondaire ou tertiaire, on peut prendre certaines libertés. You are